quelle a été votre réaction quand vous avez entendu les mots de Bernard Arnault? Ça a suscité quoi comme réaction, pensez-vous? Bon, je comprends son inquiétude et en même temps les menaces en disant qu'il va fabriquer aux États-Unis, alors que quand même la majorité de ces fabrications sont sur le territoire. On sent quand même qu'il y a une vraie baisse des engagements du luxe sur le territoire et dans les usines qu'on partage. Et ça esquinte pas mal. Donc nous, ça nous dit qu'on nous donne la parole et finalement quand il prend la parole, on nous entend et on parle de l'industrie du textile. Mais ça nous inquiète plus sur la partie asiatique où il y a de la marchandise qui va rentrer sur le territoire et que nous, forcément, en tant que marque 100% Made in France, on va être forcément impacté. C'est super inquiétant. Olivier Rodoulès. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la production aux États-Unis, des déplacements. Et le principal message qu'il faudra avoir, c'est que ce message de prudence, c'est-à-dire se dire d'aujourd'hui d'aller investir aux États-Unis, c'est aussi prendre des risques considérables. On ne sait pas trop où va aller Trump, où vont aller les États-Unis dans les années à venir. Et dans le même temps, en fait, de certaine façon, il ne faudra pas, derrière, compter sur des aides du gouvernement français ou de l'Union européenne pour sauver une situation qui se passerait mal. Après, Bernard Arnault a raison de mettre l'accent sur certaines difficultés au niveau européen et français en particulier, en termes de fiscalité, en termes de normalisation, qui pénalisent les entreprises et le marché européen dans son ensemble. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne parle pas de n'importe qui. Bernard Arnault, c'est un employeur extrêmement important en France, c'est l'homme le plus riche de France, et forcément quand il dit quelque chose, ça a une résonance qui dépasse le simple cadre de son entreprise, ce qui explique l'action. Oui, il revendique d'ailleurs d'être le premier recruteur privé de France, et évidemment que si Bernard Arnault dit cela, le gouvernement va évidemment réagir. Alors certes, de manière assez timide via Éric Lombard, il dit qu'il ne commande pas et en même temps il envoie quand même quelques messages de patriotisme et d'appel à l'unité. Il faut se souvenir aussi de ce qu'avait demandé Emmanuel Macron aux chefs d'entreprise, aux grands dirigeants de grandes entreprises. Quelques heures après l'annonce des droits de douane par Donald Trump, il avait appelé toutes les grosses entreprises à suspendre leurs investissements aux États-Unis. Là, ce que formule comme menace Bernard Arnault, c'est au fond de ne pas respecter cette riposte-là française. Et donc c'est pour ça que le gouvernement appelle à l'unité. Et par ailleurs, si une grande entreprise française venait à créer une usine aux États-Unis, ce serait aussi donner un point aux Américains et à valider en quelque sorte la stratégie de Donald Trump qui souhaite, par l'instauration de droits de douane, recréer des emplois aux États-Unis et pousser surtout les entreprises françaises à venir s'installer aux États-Unis. Donc ce serait donner un point à Donald Trump sur ce sujet. Ce qui est la première hausse, on est dans une zone calme, mais ça pourrait augmenter dans un peu moins de 3 mois maintenant. Cette incertitude, cette menace, ça change quoi quand on est économiste, qu'on analyse la situation, quand on est dans les marchés financiers ou quand on est dans le textile? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? On n'arrive pas à se projeter? De fait, la stratégie de Donald Trump, et on le voit sur tous les domaines, mais en particulier sur les droits de douane, est assez incohérente. Il y a des contradictions internes. Si vous voulez que les entreprises investissent aux États-Unis de manière durable, avec l'argument, le motif d'avoir des droits de douane importants, il faut que ces droits de douane soient durables. Et c'est assez contradictoire avec l'idée ou le projet qui est évoqué parfois d'avoir des droits de douane baissés des deux côtés et d'avoir des droits, en fait, d'avoir une forme de négociation. Donc on ne sait pas trop où on va atterrir. Et ce qu'on en retient en tant qu'économiste, c'est qu'en fait, on a une forme de déconstruction supplémentaire de la mondialisation avec de l'incertitude, des coûts de transaction. Et tout ça, ça va être assez assez négatif à moyen terme, mais par contre à court terme, les effets peuvent être un peu complexes. On le voit avec la baisse du prix du pétrole aujourd'hui. Dans l'industrie du textile, au slip français, ça change quoi fondamentalement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est à court terme, ça va, ça change pas grand-chose, et à long terme, ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y a un équilibre particulier? Non, à court terme, c'est très grave. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des usines qui ferment tous les jours. Encore, aujourd'hui, on parle de réindustrialisation, on a parlé d'un plan de relance, il y a eu des millions qui ont été mis dans l'industrie. Alors, rebâtir aux États-Unis, super. Mais déjà qu'on arrive à rebâtir dans notre pays, c'est une tannée. Ça coûte cher, tout le monde dit que ça coûte cher. Non, pas du tout. Le textile, d'ailleurs, dans tous les pays en voie de développement, qu'est-ce qu'on fait? On implante une usine de textile et de fabrication de couture. Donc c'est pas un investissement lourd. On a monté un atelier de fabrication qui s'appelle Bonne Nouvelle aujourd'hui. Cet atelier a 18 mois, il y a 50 salariés. On sort une première année avec un résultat net positif. On fabrique 15 000 sous-vêtements par semaine. Alors on nous dit, encore une fois, je répète ce que j'entends, produire en France c'est compliqué, le coût du travail est trop cher, les salariés ont trop de droits, parce qu'on entend chez de nombreux chefs d'entreprise. Ce sont de très bonnes nouvelles, sans mauvais jeu de mots, avec notre usine.
qu'il y ait un SMIC qui soit élevé, tant mieux. On a des droits sociaux qui sont incroyables et c'est ce qu'il faut préserver. Parce qu'on dit que baisser le SMIC, c'est aussi une paupérisation. Oui, non, il faut garder nos droits et nos salariés sont payés 25% de plus que le SMIC, donc on n'a pas de sujet. Quand on a un nœud au niveau du prix, on automatise, on industrialise et on innove dans son outil. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça nous a permis de diviser nos prix par deux au slip français. C'est un vrai risque et en même temps, une vraie victoire sur l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que d'une façon plus large, Donald Trump, pour l'instant, est en train de gagner son pari? D'un côté, ça n'impacte pas certaines entreprises françaises et de l'autre côté, l'industrie du luxe façon LVMH pourrait aller produire plus chez lui. Donc quand on regarde ça d'un point de vue très factuel, on se dit, il a eu raison. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il a reculé assez rapidement. On l'avait aussi. Il a mis en danger un actif stratégique des États-Unis qui était le dollar et au-delà de ça la confiance. C'est difficile de voir qu'il a gagné. On voit que vis-à-vis de la Chine, il est confronté à un mur. Il a été obligé de reculer de manière unilatérale. Donc c'est très compliqué de pouvoir dire qu'il a gagné. Par contre, de fait, il nous met nous-mêmes devant nos propres paradoxes, c'est-à-dire de vouloir modèle européen, plus européen d'ailleurs que français, tiré par l'exportation, avec un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis au niveau global qui est important, et puis notre incapacité à soutenir la demande, parfois à faire la transition vers de l'innovation, à avoir un marché intérieur européen qui fonctionne bien. Donc le choc Trump nous met devant nos propres faiblesses. Nous fait réfléchir et nous fait voir différemment. Inquiétude, Anthony, en France, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Éric Lombard, au-delà de ses réactions du recadrage à Bernard Arnault, on sent bien qu'il y a une inquiétude. Il a reçu les syndicats hier. C'est quoi le message qu'il peut adresser au ministre de l'économie? À tenter de rassurer autant qu'il le peut. Au fond, il y a cette cellule de crise, c'est vrai, qui a été créée à la demande notamment des organisations syndicales pour, je cite, surveiller la situation des entreprises comme le lait sur le feu. Donc c'est une cellule de crise qui va se réunir de manière hebdomadaire à Bercy avec les syndicats. Chaque semaine, il y avait notamment la CFDT, la CGT, FO, la CFTC, les ministres qui sont concernés. Le gouvernement essaye au fond d'essayer d'établir des points de rendez-vous assez récurrents pour tenir informés à la fois les grandes entreprises et les organisations syndicales, aussi des négociations qui sont en cours au niveau européen avec les États-Unis. On sait que les négociations sont âpres, et je reprends les termes du ministre de l'économie et des finances. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui a été signé, mais c'est pour ça d'ailleurs que ce que dit Bernard Arnault prend une autre tournure, parce que lui dit que s'il n'y a pas d'accord au fond, il ira produire davantage aux États-Unis. Et donc, ça aura évidemment un impact sur l'emploi en France. Au sein du slip français, est-ce que vos salariés, j'imagine qu'entre dirigeants, vous en parlez, mais est-ce que vos salariés viennent vous voir, vous disent, ah bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit se méfier? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des conséquences chez nous sur le salaire, sur l'emploi? Est-ce que c'est un sujet de discussion interne? Les salariés du slip sont des salariés hyper engagés quand on travaille pour le slip français. J'aime beaucoup cette expression, les salariés du slip, je ne pensais pas qu'on la prononcerait sur BFM TV. Non, mais écoutez, voilà. Non, mais quand on vient travailler au slip, on est très engagé. Tout est plus compliqué qu'ailleurs, parce qu'on fabrique tout en France. Donc, on a des gens très engagés. On n'est pas inquiet parce que nous, au niveau de notre export, on fait 10% de chiffre à l'international. Et dans ces 10%, il y a 50% aux États-Unis. Et je pense que notre client américain, il pourrait mettre des droits de douane à 100%. Il continuerait d'acheter le slip français parce que pour son engagement, pour notre courage et notre combat. Pourquoi vous ne faites pas un slip américain pour les contourner, les prendre à leur propre jeu? Pourquoi pas? Je toucherai les royalties sur cette idée. Il faudrait le fabriquer aux États-Unis. Et moi, je me bats pour les emplois en France évidemment. et pour maintenir. Et c'est la valeur qu'on crée. Donc non, c'est pas des sujets. Ce qui nous inquiète plus, c'est de se dire comment va réagir l'Asie, comment vont réagir les marques. Évidemment. Parce que nous, on est si français, on fait tout en France. Aujourd'hui, les marques vont être accueillies avec le tapis rouge pour les achats. Le dollar est plutôt favorable à l'achat. Et on va retourner à acheter beaucoup de marchandises en Chine. Vous disiez, Olivier Redoulez, que ce que fait Trump, ça nous oblige à repenser notre façon de faire. Est-ce qu'on doit aussi revoir nos partenariats? Est-ce qu'on doit dire, on a laissé un peu de côté la Corée du Sud et le Japon, on dit beaucoup qu'il faut des rapprochements, il faut se rapprocher avec le Canada. On sait que dans certains secteurs, je pense à l'agriculture, ça a aussi des conséquences un peu particulières. Mais est-ce qu'il faut revoir la façon dont on envisageait et dont on vit la mondialisation économique? Il y a en fait deux façons de voir ce qui se passe depuis Trump et avec Trump depuis quelques semaines. Soit c'est une forme de guerre commerciale, de négociation un petit peu dure, soit c'est une rupture
les États-Unis vont dans une trajectoire isolationniste, ils vont faire leur vie, c'est une forme de divorce. Et donc, de ce fait, ça oblige à repenser avec qui on va commercer. Parce que il y a quand même des avantages à commercer. Le premier avantage, d'ailleurs, étant d'importer ce qu'on n'a pas nous-mêmes, en termes de matières premières, notamment, en termes de services. Et donc, de ce fait-là, il faut se poser la question, comment on repense nos partenariats? Vous avez cité le Canada, c'est un très bon exemple. On peut penser à l'Asie dans son ensemble. De fait, Trump, ce qu'il dit, il y a à l'Europe et à la Chine, vous êtes excédentaire vis-à-vis de nous, on est déficitaire vis-à-vis de vous. Votre croissance repose sur le consommateur américain et ça, on veut y mettre fin. On peut se dire que c'est du bluff, on peut aussi se dire que c'est du choix parce que c'est une position qui a été prise par plusieurs gouvernements américains et par plusieurs administrations américaines depuis au moins une dizaine d'années. Et de ce fait-là, ça nous oblige à se dire, voilà, on a une offre surcapacitaire, il faut soit solvabiliser plus la demande en Europe et en Chine, ou soit la réorganiser de façon... Solvabiliser la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si on regarde l'Europe, faire des gains de productivité. Ça veut dire faire des gains de productivité, ça veut dire mobiliser ce marché de consommateurs de 450 millions de personnes et arriver à faire des économies d'échelle importantes. Et ces gains de productivité, ils vont être redistribués sous forme de salaire. Pour la Chine, c'est un peu différent. C'est pas tellement un sujet de productivité, c'est plutôt un sujet de filet de sécurité sociale, de modèle social. En fait, la consommation en Chine, ça représente à peu près 40% du PIB, c'est 50-55% en France, 70% aux États-Unis. 40% du PIB, c'est peu pour un pays qui maintenant se rapproche des niveaux de développement qui sont, c'est pas celui de la France, mais c'est pas très loin. Produire français pas que pour des Français, mais produire en France un produit français qui s'est marqué dessus, ça reste une plus-value aujourd'hui, plus que jamais, pour vous ou pas du tout? Oui, c'est une plus-value. Puis c'est ce pour qu'on se lève le matin, on est entreprise à mission et c'est la mission qu'on a. Par contre, pour les Français, notre rôle aussi, notre responsabilité en tant qu'industriel, c'est de rendre accessibles ces prix. Je pense que tous les Français ont envie d'acheter à côté de chez eux à un prix raisonnable et c'est le combat qu'on mène. Si chaque marque s'engage à minima sur une petite ligne Made in France, on va rebâtir